La plupart des gens ne prennent pas de décision car ils ne savent pas comment réussir. Mais vous n'avez pas besoin de savoir comment réussir. C'est pourquoi quand Kennedy a demandé à Wernher von Braun comment faire pour se rendre sur la Lune, il lui a répondu « la volonté de le faire ». Vous devez prendre une décision. Vous ne prenez pas de décision quand vous avez suffisamment d'argent ou que vous avez toutes les ressources pour le faire. Vous prenez d'abord la décision. Quand vous prenez une décision, vous calibrez votre cerveau sur une fréquence plus élevée. Et quand vous êtes connecté à cette fréquence, vous commencerez à attirer tout ce qui vibre sur la même fréquence. C'est comme cela que la loi de l'attraction fonctionne. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons le légendaire Bob Proctor. Je suis ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est génial de vous voir. Vous avez été une source d'inspiration pour tellement de gens, depuis les années 60. Mais je vous ai vu pour la première fois dans le film Le Secret. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes. Le monde vous a découvert à ce moment-là. Nous avions une conversation tout à l'heure et vous me disiez que vous avez failli ne pas apparaître dans le film. Alors, j'aimerais en savoir plus à ce sujet. C'est une histoire intéressante. Je venais de recevoir un message sur mon téléphone, mais ce message n'était pas clair. Je ne l'ai pas supprimé, j'ai juste appuyé sur dièse et... Dièse, c'était pour accéder à la messagerie vocale, n'est-ce pas? C'est ça. J'étais dans un aéroport et la messagerie vocale était pleine. J'ai donc téléphoné à Gina. Gina était mon assistante. Nous avons travaillé ensemble pendant plus de 33 ans. J'ai dit à Gina, ma messagerie est pleine. Peux-tu m'aider à y voir plus clair dans tout ça? Je lui passe le numéro qui m'avait appelé. Ça ressemblait à un numéro venant d'Australie. Puis je lui dis que je pense que le nom de la personne qui a appelé est Glenda. C'est Rhonda Byrne qui a réalisé le film Le Secret, et Glenda était sa sœur. J'ai donc dit à Gina qu'on m'avait parlé d'un film, mais que tout ça pouvait être de fausses informations. Puis Gina m'a rappelé dans l'heure et elle m'a dit que toutes les informations qu'on m'avait données étaient justes. Elle me dit qu'il y a bien une équipe de tournage australienne qui travaille sur ce projet aux États-Unis et qu'ils aimeraient que je fasse une apparition dans le film. Mais ils n'avaient pas réussi à me joindre. Je me disais qu'ils étaient vraiment motivés à le faire, car ils avaient réussi à avoir mon numéro personnel. Ensuite, Gina me dit qu'ils repartent en Australie la semaine prochaine et que ça fait plus d'un mois qu'ils essaient de me joindre. Ils vont tourner des scènes dans la ville d'Aspen pendant tout le week-end. Puis elle me dit « C'est incroyable Bob, tu présentes un séminaire à Aspen ce week-end. » Et je n'avais pas été à Aspen depuis au moins 3 ans. Je travaillais juste à côté, alors je suis allé les rejoindre. Ils étaient installés dans une toute petite salle. Ils avaient des caméras, mais il n'y avait aucune aération. Les projecteurs me donnaient chaud, c'était horrible. Je veux dire, vous ne pourriez pas croire la manière dont ils s'étaient installés. Ils avaient donc 2 caméras, une fixe et une qui était mobile. Et voilà comment ça a commencé. Pendant le tournage, j'ai répondu à des tas de questions. La caméra tournait et j'ai juste commencé à parler. Ils ont adoré ce que je disais, car ça correspondait exactement à ce qu'ils recherchaient. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai affiché une page de PowerPoint sur l'écran en guise de mémo pour m'aider à parler de certaines choses. Je suis donc resté là-bas pendant quelques heures, et après ça, je n'ai plus de nouvelles de leur part. On avait tourné en été et aucune nouvelle jusqu'au printemps de l'année d'après. Puis j'ai reçu un CD par la poste. Vous savez, je reçois énormément de CD aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas à l'époque. J'ai posé le CD sur la table et j'ai dit à ma femme « On doit regarder ce qu'il y a dessus ». Je ne savais même pas comment lire un CD à ce moment-là, c'est elle qui m'a tout appris. Donc elle met le CD en route et on visionne le film. Je me dis alors, bon sang, ça va faire un tabac. Je venais de voir la bande-annonce. Et c'est la bande-annonce qui a rendu le film célèbre. Puis le film a décollé comme une fusée. Ensuite, on vous a vu partout durant des années. En effet. Et vous étiez l'un des principaux intervenants du film. Exact. Je pense que j'ai étudié leur sujet plus que n'importe qui d'autre. Ils ont même consacré une section spéciale à mon nom. Si vous allez dans le menu du DVD, il y a une section spéciale Bob Proctor qui m'est dédiée. Je me suis enregistré durant 30 à 45 minutes depuis chez moi, dans mon bureau et devant un écran vert. Je n'ai fait que parler sans m'arrêter, et ils n'ont coupé aucun passage. Ils l'ont gardé tel quel et intégré dans le DVD. Ça fait partie des bonus du film. Oui, et je pense qu'elle est toujours en ligne, avec plusieurs millions de vues. C'est inspirant. J'ai été dans ce business depuis 1968. Mais vous aviez déjà une entreprise florissante. Vous enseigniez dans vos séminaires, etc. Et vous n'aviez pas été au lycée? Vous avez dit que vous n'avez fait que 2 mois de lycée. Oui, je n'y suis allé que 2 mois. Ils m'ont jeté dehors. Pourquoi vous ont-ils viré? Je ne servais à rien. Je ne faisais rien et ça ne me menait nulle part. J'étais vraiment inutile. Pour moi, le mot but
me faisait penser au hockey ou au football. Ce n'était pas quelque chose pour lequel je devais travailler. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai travaillé à l'usine, dans un bar, ça ne menait nulle part. Puis j'avais 26 ans quand je me suis réveillé. Mais avant ça, je n'arrivais à rien. Je pense que si je suis aussi efficace dans ce que je fais, c'est que je me suis toujours dit que si ça fonctionne pour moi, alors ça fonctionnera pour n'importe qui d'autre. J'étais un vrai raté, et mon monde a changé si soudainement que je n'ai jamais cessé d'être fasciné par ce qui m'était arrivé. Alors je voulais que ça arrive à d'autres personnes également. Vous avez dit que vous avez commencé à vous réveiller vers l'âge de 26 ans. Vous avez commencé à avoir une certaine conscience de vous-même, du monde, de l'univers et de la vie. Mais que s'est-il passé quand vous vous êtes réveillé? Un changement radical s'est produit. Je travaillais chez les sapeurs-pompiers dans la banlieue de Toronto, et je suis devenu ami avec l'un d'entre eux. J'avais beaucoup d'amis, mais celui-ci était particulier. Il m'a donné un exemplaire du livre « Réfléchissez et devenez riche » et m'a demandé de le lire. Je lui ai dit que je ne savais pas lire. Je mentais, je savais lire. Puis il m'a dit « Si tu fais exactement ce que je te dis de faire et que tu lis ce livre tous les jours, alors tu pourras avoir tout ce que tu veux dans la vie. » À ce moment-là, j'étais malheureux, j'étais malade et fauché. Et pour moi, la vie n'avait pas de sens. Mais il m'a dit ensuite « Écoute, ta façon de faire ne fonctionne pas, mais la mienne fonctionne. » Il était heureux, en bonne santé et avait de l'argent. Un grand gaillard en pleine santé. Puis il me dit « Vu que tu es malheureux, malade et fauché, je dois bien savoir quelque chose que tu ne sais pas. Pourquoi n'essaierais-tu pas ce que je te dis de faire ?» J'ai eu un déclic. Ça faisait 26 ans qu'on essayait de me faire la morale et personne n'y était jamais arrivé. Mais j'ai commencé à faire ce qu'il me suggérait. Il m'a demandé ce que je voulais dans la vie, et tout ce que je voulais, c'était de l'argent. Je gagnais 4 000 $ à l'époque et j'avais 6 000 $ de dette. Si je remboursais tout ce que je devais en 18 mois, j'aurais eu encore plus de problèmes. C'était une situation impossible. Je me contentais de ce que j'avais sous le nez, je ne pouvais pas voir au-delà, c'est pourquoi c'était une situation impossible pour moi. Mais il m'a dit « Écoute, écris ce que tu désires sur une carte. Que veux-tu vraiment dans la vie ?» Je voulais de l'argent. Je me disais que si j'avais assez d'argent, tous mes problèmes disparaîtraient. Tout le monde m'appelait pour réclamer l'argent que je leur devais. J'étais très endetté. J'ai donc écrit que je voulais 25 000 $. Si j'avais réuni toutes les personnes que je connaissais à l'époque, nous n'aurions jamais pu réunir 25 000 $ à nous tous. On n'aurait même pas pu réunir ne serait-ce que 1 000 $. C'était une énorme quantité d'argent en ce temps-là. C'était un projet fou. J'ai noté ça sur la carte et il m'a dit de la lire tous les jours. Il me demandait sans arrêt « Tu as lu la carte aujourd'hui ?» Je lui disais que non, mais il me disait de la lire, et ça m'a appris quelque chose de très important. Les dettes étaient tout ce que je connaissais avant ça. Les gens m'appelaient sans arrêt pour demander les remboursements que je leur devais. Mais si vous pensez toujours à des dettes, vous serez endetté toute votre vie. Vous devenez ce que vous pensez, mais cette carte me faisait penser à gagner de l'argent. Je n'avais jamais pensé à gagner de l'argent avant ça, je ne pensais qu'aux dettes et rien d'autre, mais j'ai commencé à penser à gagner de l'argent. Puis j'ai commencé à entendre les gens autour de moi parler de comment gagner de l'argent, et comme j'entendais les gens en parler, j'ai commencé à y penser sérieusement. Puis un gars a dit qu'il y avait de l'argent à se faire en nettoyant des sols, et j'ai dit « Ok, je vais nettoyer des sols ». J'étais prêt à tout pour gagner de l'argent. J'ai donc commencé à nettoyer un bureau, et à la fin de l'année, je gagnais 14 500 $ par mois. J'étais chez les sapeurs-pompiers et le chef ne gagnait que 11 500 $ par année. Et ce n'était qu'un an après avoir commencé à nettoyer des bureaux. J'ai commencé à nettoyer un bureau 2 fois par mois, 15 $ à chaque fois, donc 30 $ par mois. Puis j'ai nettoyé un autre bureau dans un atelier de construction et je gagnais 65 $ par mois. Et en moins de 5 ans, je nettoyais des bureaux à Toronto, à Montréal, à Boston, à Cleveland, à Atlanta et à Londres en Angleterre. Les choses ont décollé. J'écoutais les enregistrements de Earl Nightingale et je lisais « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Et je faisais en sorte que tous ceux qui travaillaient pour moi étudient la même chose que moi. Aucun d'entre nous ne savait grand-chose sur la manière de nettoyer des sols, on faisait quand même du bon boulot. Mais quand quelqu'un me demandait ce que je faisais, je répondais que je nettoyais des bureaux. C'était difficile pour eux de comprendre comment j'avais pu en arriver là. J'étais vraiment irresponsable et je gagnais plus d'1 million de $ par an. J'allais au casino et je jouais à la roulette. Je me fichais de tout perdre et je n'avais jamais vraiment su d'où venait tout cet argent. Mais un jour, je me suis dit, ce n'est plus possible de vivre comme ça. Je ne sais plus d'où est venu le déclic, mais je me suis demandé comment tout ça m'était arrivé. Et je ne pouvais pas répondre à cette question. Je ne savais pas pourquoi ma vie avait changé aussi vite, mais elle avait changé radicalement. J'ai été élevé pour croire qu'il faut être très intelligent pour gagner beaucoup d'argent. Je savais que je n'étais pas très intelligent, mais j'étais très riche. Donc je me suis dit que ce n'était pas vrai.
On m'a élevé en me disant que pour avoir un bon travail, il faut faire des études. Mais je n'étais pas allé à l'école. Je n'avais pas un bon travail, l'entreprise m'appartenait. Je me suis alors dit que cette croyance était fausse. Puis j'ai commencé à remettre en question toutes mes croyances. Sont-elles vraies ou sont-elles des illusions? Je devais savoir ce qu'il s'était passé, mais je ne trouvais pas. Ça m'a pris plus de 9 ans et demi pour comprendre comment j'avais fait. Pour en arriver là où vous étiez. Avant de commencer, vous parliez de mentors. Je pense qu'ils sont essentiels dans la vie. En regardant en arrière, je me rends compte que j'ai eu la chance d'étudier avec des personnes très brillantes, de vrais géants dans leur domaine. J'ai apprécié chaque succès, car on m'a bien aidé. Pour en revenir à mon premier mentor, il m'a dit « Fais tout ce que je te dis de faire jusqu'à ce que tu découvres par toi-même si je mens ou si je ne sais pas de quoi je parle. » C'est une sorte de règle que j'ai suivie depuis. Quand je choisis une personne qui deviendra mon mentor, je fais exactement ce qu'elle me dit, jusqu'à ce que je découvre par moi-même si elle ment ou si elle ne sait pas de quoi elle parle. Mais ils ne m'ont pas menti, et ils savaient de quoi ils parlaient. J'ai donc eu d'excellents mentors dans ma vie. Et ça a fonctionné. Et quel est le mentor qui vous a le plus marqué? Ray Stanford premièrement, mais plus important encore, Earl Nightingale. J'ai commencé à étudier ses enregistrements, puis j'ai voulu travailler avec lui. J'ai vu qu'il avait des diffuseurs, alors je suis devenu un distributeur. J'ai arrêté mon business et j'étais prêt à les payer pour pouvoir travailler là-bas. Je voulais travailler avec lui, car je savais que je pourrais l'observer. Je voulais voir ce qu'il faisait, ce qu'il pensait, etc. C'était un géant dans mon esprit. Earl Nightingale et Lloyd Cornett ont lancé le développement personnel tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec des enregistrements audio et vidéo. Earl avait lancé ses enregistrements intitulés Secret Record. Il était très impressionnant. Puis j'ai étudié avec Leland Val Vanderwall et Dr. Broder. J'ai eu des mentors phénoménaux. Vous ne connaîtriez pas le nom de la plupart d'entre eux, mais c'étaient les meilleurs dans ce qu'ils faisaient. Est-ce que vous aviez de grands projets quand vous étiez enfant? Ou étiez-vous du genre à croire que vous n'étiez bon à rien? Non, je n'avais pas de rêve quand j'étais petit. Dans le milieu dans lequel j'ai grandi, nous étions tellement pauvres et les choses étaient tellement difficiles. C'était durant la Grande Dépression des années 30. Il n'y a plus grand monde qui peut raconter avoir vécu ça. Mais on ne rêvassait pas à l'époque, on se contentait de vivre au jour le jour. Mais quand j'ai commencé à étudier, réfléchir et devenir riche, j'avais 26 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à pouvoir rêver. Et quel est le principe du livre qui est le plus puissant selon vous? Ils le sont tous, mais pour vous, lequel d'entre eux est le plus puissant? La plupart le sont, mais l'imagination est très puissante. Vous savez, j'ai étudié plusieurs choses à la fois, mais nos facultés mentales supérieures, les professeurs d'école, ne nous apprennent rien à ce sujet. Même la plupart des séminaires ne vous disent rien à ce sujet. Nous avons dit que vous devenez ce que vous pensez, mais vous devez aller encore plus loin.